Bonjour à tous et bienvenue dans votre trotteur. Pour cette troisième émission, nous vous emmenons aux confins de l'Asie centrale pour découvrir une partie de l'histoire, de la culture et de la vie politique du Kazakhstan. Lové entre la Chine, l'Ouzbékistan et la Russie, cette immense steppe de près de 3 millions de kilomètres carrés fait rarement les gros titres de l'actualité internationale et pourtant, plus de 14 millions de Kazakhs s'apprêtent à choisir le 26 avril prochain leur nouveau président. Ou pas, avec un seul candidat qui se trouve être le président depuis l'indépendance du pays. On ne peut pas dire que ces élections est un enjeu crucial, mais cela reste l'occasion pour nous de vous faire partager un aperçu de la culture plutôt méconnue de ce pays. Au programme, des fous du vélo, un peu d'éveil des papilles, des instruments légendaires et bien sûr notre incontournable conte kazakh. Mais pour commencer, parlons un peu plus de ces élections. Le 26 avril 2015, donc, 14 millions de Kazakhs se rendront aux urnes pour choisir leur futur président. Enfin, choisir est un bien grand mot puisque Nursultan Nazarbayev, président actuel du Kazakhstan, est le candidat choisi par le parti principal. Lors de son approbation, il a même été obligé de couper certains de ses collègues, jugeant les commentaires trop élogieux. Citons tout de même 2 des délégués du parti qui ont suggéré qu'il avait été embrassé par la grâce de Dieu. Autant dire que le choix s'annonce plutôt difficile pour les électeurs. Mais alors, pourquoi ? Comment ce pays lové entre la Russie et la Chine n'a-t-il pas accès à une réelle démocratie ? Pour tenter de répondre à cette question, Margot nous ramène quelque temps en arrière, en 1930, aux confins de l'URSS. Alors oui, en effet, Estelle, un pays qui était intégré dans l'URSS, mais pas seulement. Le Kazakhstan est donc devenu indépendant en 1991, après l'explosion de l'URSS, mais que s'est-il passé avant ? Pendant son intégration à l'URSS, il faut savoir que le pays a contribué aux horreurs établies par le régime communiste. Des opposants politiques russes ont été déportés au Kazakhstan dans les années 30 et 40 par Staline. Et certains des plus grands camps de travail forcé, les fameux goulags, se situaient aussi au Kazakhstan. Donc au début, le pays était un pays satellite de l'Empire russe et ensuite de l'URSS. Son développement, il le doit essentiellement à l'approvisionnement de la Russie, comme les colonies d'Afrique pour les pays européens. La Russie qu'il fournissait surtout en pétrole, mais aussi en uranium et en potassium grâce à la richesse de ses sols. Question uranium, il dispose justement de réserves importantes, 17% de la réserve mondiale, donc c'est le premier importateur mondial. Et c'est grâce à ces réserves riches que ce pays a justement bâti une économie solide. Le Kazakhstan repose essentiellement sur les exportations d'or noir. C'est, il faut savoir, 56% des exportations totales du pays et 55% du budget de l'État. Selon certaines estimations, le pays a des ressources pétrolières équivalentes à celles de l'Irak. Et grâce au pétrole, le Kazakhstan a été la première république ex-soviétique à rembourser toute sa dette au FMI en 2000, soit 7 ans avant l'échéance. Donc on peut vraiment dire, littéralement, que le Kazakhstan est le roi du pétrole et son président Nazarbayev avec lui. En effet, un président qui a décidé d'avancer les élections présidentielles prévues d'abord en décembre 2016 au 26 avril prochain dans, je cite, l'intérêt du peuple et compte tenu de ses demandes. Sans aucune opposition sérieuse, celui-ci a tout de même présenté un programme basé sur la redynamisation économique du pays. Comme Margot l'a rappelé, le Kazakhstan tire sa richesse du pétrole. Nazarbayev propose alors un nouveau plan d'investissement économique et promet à ses électeurs un New Deal à la kazakh qui devrait selon lui donner au pays la place qu'il mérite dans l'économie internationale. Vous l'aurez compris, peu de doutes planent sur le résultat du scrutin, mais celui-ci nous permet de vous rappeler quelques faits sur cette démocratie autoritaire, véritable paradoxe électoral. Selon Amnesty International, les brutalités policières seraient monnaie courante dans le pays. On parle même de torture généralisée dans le système judiciaire. La liberté de la presse, sujet ô combien contemporain, là-bas n'est pas à son comble. D'après Reporters sans frontières, toujours, la situation des médias est compliquée. En 2012, les principaux journaux d'opposition sont interdits et Nazarbayev est même qualifié par le groupe RSF de prédateur de la liberté de la presse. Autant dire qu'il vaut mieux éviter d'aller jouer au correspondant là-bas. Et pour terminer ce formidable tableau, Margot, vous allez nous raconter quelques anecdotes des élections passées. Alors oui, Nazarbayev a été élu directement en 1991, dès l'indépendance. Et puis le président est réélu en 2005 pour un mandat de 7 ans, dès le premier tour. 5 candidats participent aux élections présidentielles. 91% des électeurs votent pour Nazarbayev. Alors c'est pas lié au taux de participation, puisqu'il était à une hauteur de 77%.
Ensuite, en 2010, il reçoit le titre de chef de la nation, un statut qui lui confère à vie le pouvoir de décider des grandes orientations politiques du pays. Et en 2011, il provoque des élections anticipées, un peu comme ici. Il est réélu pour un mandat de 5 ans, et non plus 7. Cette fois-ci, on a 3 candidats en lice, et 95,5% des électeurs votent pour Nazarbayev pour, tenez-vous bien, un taux de participation de 90%. On ne voit pas vraiment ça en France. Oui, on peut dire que c'est toujours depuis pas trop la joie. Non, effectivement, comme vous l'avez dit Estelle, c'est un régime présidentiel plutôt autoritaire. Alors au Parlement, tout comme nous, il y a 2 chambres. Le Majlis, qui est composé de 107 députés, élus au suffrage universel, et le Sénat, qui comporte 47 sièges. Mais il faut savoir que dans le Sénat, 15 sénateurs sont directement nommés par le président de la République, et les autres élus par les grands électeurs. Sauf que, petite anecdote, ces grands électeurs sont eux aussi nommés par le président de la République. Donc, cherchez l'erreur. On l'aura compris, dans ce pays, le président est tout puissant. Merci Margot. Après ce petit tour de la politique kazakh, nous rejoignons tout de suite Antoine et Romain pour une interview exclusive un peu spéciale. Salut à vous deux. Borat Zagdayev, vous êtes philosophe, penseur, essayiste et surtout documentariste. Bonjour Borat. Bonjour, journaliste. J'aime la France. En 2006, vous avez voyagé aux États-Unis, vous en avez tiré un film, leçon culturelle à destination de la grande nation kazakh. Qu'est-ce que votre film a apporté au Kazakhstan ? Je te remercie de me poser la question, journaliste. Comment te dire ? Kazakhstan, grande nation, avec beaucoup de richesses et femmes, mais aussi avec certains problèmes, notamment de violence, de pauvreté et juifs. Aussi, j'ai décidé de partir m'inspirer du grand United States, États-Unis, pour voir comment résoudre ces problèmes. Et de cette expérience, j'ai tiré un documentaire qui a été un grand succès. Maintenant, les choses ont changé au Kazakhstan. Comme les États-Unis, nous avons arrêté d'aider nos pauvres et nous avons aussi arrêté la chasse aux juifs dans nos rues. C'était barbare. Maintenant, nous avons créé des réserves où les juifs peuvent vivre naturellement entre eux, appelées kouchik. Tu en as pensé quoi de votre documentaire Nursultan Nazarbayev, votre chef ? Je te remercie de me poser la question, journaliste. C'est une question un peu difficile. Notre sultan Nazarbayev est un chef fantastique, est un grand homme, et il sera réélu par la grâce de Dieu. D'ailleurs, je n'ai pas trop aimé la façon dont vous avez parlé de lui récemment. Mais il n'a pas de suite compris ce que je voulais dire avec mon documentaire. Il pensait que je ne véhiculais pas une bonne image de Kazakhstan. Heureusement, depuis que mon documentaire est sorti, il y a eu 10 fois plus de visas pour notre pays. Ça me montre que, à ma petite échelle, j'ai pu faire avancer les choses. Et sur le plan personnel, Borat, dans tout le film, on vous voit pourchasser Pamela Anderson. Vous êtes finalement marié ? Tu ne me mènes pas la vie facile, journaliste. Mais si tu as vu mon film, tu sais que je n'ai pas pu épouser la magnifique Pamela. Il n'empêche que aujourd'hui, je suis un homme heureux avec ma magnifique femme Lunel. Tu sais, celle qui vendait sa vagine dans le film. Et maintenant, j'ai une figure de sexe molle. Les femmes m'abordent dans la rue pour sexy time. Et aujourd'hui, Hollywood m'a contacté pour faire un film de mon documentaire. Grand succès. Un dernier mot, Borat ? Ah oui, pour célébrer l'amitié entre la France et le Kazakhstan, j'ai amené hymne kazakh ici. Je vais essayer de vous le traduire en même temps que nous dansons tous sur cet hymne. Lève-toi, journaliste. Lève-toi. On est vraiment trop cool. C'est une nation pas comme les Ouzbeks. Kazakhstan, on a du pétrole et Nazarbayev. Nous, on n'est pas des homosexuels. C'est à peu près ce qui est dit. Je vous embrasse tous, Français. À bientôt. Merci, Borat. Merci Antoine et Romain pour cette interview des plus excentriques. Nous passons à un peu de musique.
tek öyle kinese kızdın sen ne keleme algan iki yoldaşlar bireğin ışık toy baslar toy degende deydeken domalaydı kuvaslar. Nous venons d'écouter Kara Yorga, une danse traditionnelle kazakh. Le président devrait donc, selon toute vraisemblance, on l'a dit, se réinstaller à la capitale Astana. Ce nom, Astana, veut effectivement littéralement dire la capitale en kazakh, mais comme nous l'apprend Paul, c'est aussi un nom qui a une signification particulière pour les amoureux du cyclisme. Oui, Estelle, et une réputation aussi, celle d'une équipe solide et incontournable qui a vu plusieurs champions grossir ses rangs, comme Alberto Contador, mais aussi celle sulfureuse d'un team marqué par les affaires de dopage. Il faut dire que ça ne commençait pas sous les meilleurs auspices pour Astana. Née en 2007 sur les cendres de Liberty Seguros, elle avait profité du vrai naufrage de l'équipe espagnole. En 2006, son manager, Manolo Saiz, était arrêté par la Guardia Civile. La police avait alors découvert que l'équipe avait fait appel aux soins du docteur Fuentes et de sa fameuse poudre de la mer Célestine, un produit qui effaçait miraculeusement toute trace de l'EPO, le produit dopant par excellence. À ce moment-là, tous laissent tomber l'équipe et ne donnent pas cher de sa peau. Tous, sauf son coureur Alexander Vinokourov, qui décide de hisser le pavillon du Kazakhstan à la place de celui de l'Espagne et d'obtenir le soutien d'un consortium d'entreprises de son pays. Astana est née. Et dès 2007, l'équipe au maillot turquoise est donc sous les projecteurs. Oui, alors pour des débuts honorables, notamment dans les épreuves de course contre la montre, mais aussi pour de nouvelles histoires de triche. Matthias Kessler est contrôlé positif en juin, avant Vinokourov lui-même après sa victoire lors de la 13e étape du Tour de France. Exclu du Tour, l'équipe doit sévir et licencie son leader. Vino mettra fin à sa carrière avant de faire un retour en force en 2009 et de devenir manager de l'équipe en 2013. Entre-temps, Astana enrôle le champion qui contribuera à la renommée de l'équipe kazakh, Alberto Contador. L'Espagnol offre à Astana un Tour d'Italie et d'Espagne en 2008 et un Tour de France en 2009. Avec ça, c'est de quoi faire oublier les épisodes douloureux de son histoire. Pas si sûr, puisqu'Astana engage Lance Armstrong en 2009, celui-là même qui avouera 4 ans plus tard s'être dopé toute sa carrière. Avec la suspension de Contador en 2010, Astana a fini par s'attirer les foudres de l'UCI, l'Union cycliste internationale. En décembre dernier, le team kazakh s'est vu menacé de perdre sa licence si de nouveaux cas de dopage se produisent. Vincenzo Nibali, meneur de l'équipe et vainqueur du dernier Tour de France, est prévenu. Merci Paul pour ce petit tour du Kazakhstan à bicyclette. Après ce grand bol d'air, un peu de gastronomie. À l'image des racines nomades du peuple kazakh, les viandes de mouton et de cheval constituent la base de leur alimentation ainsi que les produits laitiers. À cette occasion, Camille est devenue carnassière. Oui Estelle, un repas sans viande, ça n'existe pas chez les Kazakhs. Le plat national est le beshbarmak, constitué de morceaux de bœuf, de mouton ou de cheval bouillis avec des oignons. Servi au centre de la table sur des assiettes garnies de larges pâtes, il se mange avec les doigts. Beshbarmak signifie en effet 5 doigts. C'est le plat réservé aux invités. La tradition veut que le visiteur coupe lui-même la tête du mouton à la moitié du repas, selon un rite précis. Végétarien ou âme sensible, s'abstenir. Autre spécialité, le kasi, des saucisses de cheval en boyau naturel. Si vous êtes fan de ragoût en tout genre, le kurdak fera votre bonheur. C'est un ragoût de viande grasse, au choix cheval, mouton ou bœuf, qui mijote pendant 3 heures avec des abats et des pommes de terre. Un peu gluant, mais appétissant. Chaque plat est accompagné par des galettes de farine de froment. Côté boisson, le koumi est roi. C'est du lait de jument fermenté, connu pour être très rafraîchissant. Alors, je ne sais pas pour nos auditeurs, mais moi, ça me donne envie. Si vous préférez, Estelle, il y a le choubat, un lait de chamel fermenté. En été, chaque famille prépare également du ayran, lait caillé dilué avec de l'eau. L'ayran accompagne souvent le kourt, fromage blanc roulé et séché au soleil. Les Kazakhs aiment également le thé fort qu'on boit à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Bon, je sens que j'ai intrigué vos papilles et ce n'est pas fini. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les plats traditionnels kazakhs s'inspirent largement des cuisines ouzbèques, russes, tatares ou encore coréennes. Résultat, recettes internationales et surprise en bouche garantie. Et qu'est-ce qu'un bon festin sans musique ? Eh bien, pour ça, Camille, je crois que Cyrielle a tout prévu. Au Kazakhstan, la musique est partout, Estelle. Sacrée, chaque son et chaque instrument porte avec lui une légende. Commençons par le plus ancien, le kilkobiz. Ce serait le plus ancien instrument à cordes sur Terre et aurait inspiré tous les instruments européens. Pour les nomades, sa musique est sacrée et magique. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est utilisé par des chamans.
entendez un Kobiz. Lui aussi est sacré. Son histoire raconte que sa musique éloignerait la mort. Voici la légende de Korkut. Alors qu'il avait 20 ans, un homme en blanc apparut devant Korkut endormi et lui annonça qu'il ne vivrait que jusqu'à 40 ans. Korkut décida alors de chercher l'immortalité. Avec sa chamelle, Zalmaya, il partit pour un long voyage. Il y rencontra des hommes creusant la terre. Partout, il creusait une tombe pour Korkut. Se sentant en danger, le jeune homme voyagea aux 4 coins du monde. Mais partout, une tombe se creusait pour lui. Le jeune homme dépité retourna alors sur ses terres et construisit le premier Kobiz. Il s'assit près d'une rivière et joua jour et nuit. Au son du Kobiz, les eaux de la rivière se calmèrent, les animaux et oiseaux se turent. Les hommes arrêtèrent leur travail et même la mort n'osa plus l'approcher. Mais quand Korkut fut fatigué, quand le Kobiz qu'il tenait se tut, la mort déguisée en serpent le prit. Korkut est maintenant le maître du monde des morts, mais il assiste les chamans vivants qui ont hérité de cet instrument sacré et sauve ces hommes d'une mort prématurée. Mais l'instrument kazakh le plus connu reste aujourd'hui la dombra, la reine des instruments. D'ailleurs, un proverbe dit « Un vrai kazakh n'est pas kazakh, un vrai kazakh est une dombra ». Ça ressemble un peu à une guitare avec une caisse de résonance et 2 cordes. C'est d'ailleurs aujourd'hui un de ses interprètes, Kurmangazi, qui a donné son nom au Conservatoire et à l'Orchestre national. Mais la dombra, c'est aussi la musique qui accompagne les contes. La culture kazakh est riche d'une longue tradition orale. Pendant des siècles, contes et légendes se sont transmis de bouche à oreille. Au cœur de cette tradition, on trouve les épopées héroïques, qu'on nomme Burtuluk Jurlar. Alors écoutez bien. Voici l'histoire de Sarsanbay, le jeune kazakh qui poursuivait son rêve sans le savoir. Sarsanbay n'avait rien, ni manteau, ni maison. Il gardait le troupeau du seigneur du village. Un jour, son maître lui annonça qu'il aurait pour salaire une brebis boiteuse. « Merci », répondit Sarsanbay. Mais le lendemain, un loup sortit du bois. Il vint au bord du pré et lui dit « Donne-moi un mouton, sinon j'en tue 10 ». Sarsanbay réfléchit un instant. « Très bien, mais tu devras le choisir à l'aveugle. » Le loup accepta le marché. Il bondit, les yeux bandés et la gueule béante, et tomba sur le dos de la brebis boiteuse. Le salaire de Sarsanbay fut dévoré en un instant. « Le destin l'a voulu, dit le loup. Sèche tes larmes. Je te laisse la dépouille de ta bique. Vends-la, tu en tireras bien quelques sous. » Sarsanbay s'en alla vers le marché le plus proche. Il vendit la peau de brebis pour 3 pièces de cuivre. Un mendiant lui demanda l'aumône. Il jeta un sou dans son bol. Le vieillard le remercia et lui tendit en échange une poignée de sable. Sarsanbay sourit, la fourra dans sa poche et entra dans une auberge. Avec son 2e sou, il se fit servir une soupe. Un groupe de marchands s'assit à côté de lui. « Écoutez le rêve que j'ai fait cette nuit, dit l'un d'eux. Imaginez un prince, un grand, un fortuné. J'étais ce prince-là. Le soleil se penchait sur moi du haut du ciel et la lune jouait sur ma poitrine. » Sarsanbay s'approcha. « Quel homme heureux tu es ! Marchand, vends-moi ton rêve. » Et il lui donna son dernier sou. L'autre cligna de l'œil. « Ma foi, marché conclu, mon rêve t'appartient. » Et Sarsanbay s'éloigna parmi les rires. Il courut les chemins, les campements, les villes, cherchant là du travail, là un toit où passer la nuit, mais personne ne voulut de lui. Vint l'hiver. Un soir, perdu dans les steppes, épuisé, il s'effondra. Un loup sortit alors de l'ombre. « Je reconnais cet homme, gronda la bête. N'es-tu pas ce berger qui m'a donné une brebis boiteuse ? Tu m'as nourri, garçon. Aujourd'hui, à moi de te sauver. Monte sur mon dos, nous partons en voyage. » Ils arrivèrent bientôt à la lisière d'un bois. Entre les arbres brillait un point de lumière, un feu. L'animal déposa Sarsanbay près d'un campement abandonné par des brigands. Quand le garçon se réveilla le matin suivant, le feu s'était éteint. Étrange, quelque chose continuait pourtant de briller sous les cendres. Il dégagea les débris. C'était un coffret d'or, rempli de pierres précieuses. Son trésor sous le bras, il se remit en chemin. Au détour d'une rivière, il aperçut une maison. Il cacha le coffret dans un tronc d'arbre et poussa la porte de la chaumière. Dans l'ombre de la cheminée se tenait une jeune fille. Elle était belle et pâle et s'appelait Altina. « Malheureux, sais-tu qui vit ici ? Jalmawizer la vieille, dépêche-toi de fuir, cette maison est maudite. »
Mais il était déjà trop tard. En hâte, elle poussa Sasambaï par la porte de derrière. À travers une brèche dans le mur, il vit entrer un monstre aux yeux rouges, aux dents jaunes et au nez crochu comme l'ongle d'un rapace. C'était Jalma Wiser. Les denrées se raréfiant, elle menaçait Altina, sa prisonnière, de la dévorer le soir de la nouvelle lune. « Je ne peux pas laisser cette jeune fille aux mains de cette sorcière, » pensa Sarsambaï. Et il imagina un plan et partit chasser dans la forêt. Le premier soir, il vit un faon au bord d'une clairière. Attaqué par les corbeaux, il était presque mort d'effroi. À grands coups de bâton, le garçon dispersa la nuée. Un cerf accourut à travers les broussailles. « Merci, l'homme, dit-il, je ne t'oublierai pas. » Et Sarsambaï poursuivit son chemin. Le deuxième soir, il vit un jeune bouc prisonnier d'une fosse. Il le saisit par le cou et le hissa sur l'herbe. Alors il entendit une voix qui disait « Tu as sauvé la vie de mon fils, je sauverai la tienne. » Le troisième soir, comme il traversait une lande, des piaillements l'attirèrent vers un buisson. Il vit un aiglon qui se débattait parmi les ronces. Il le dégagea, et près de lui, un aigle se posa. « Homme, ce service en vaut 1000. Va, je m'en souviendrai. » Le soir de la nouvelle lune, Sarsambaï se présenta devant la maison de Jalma Wiser, les mains chargées de gibier et du trésor qu'il avait caché dans l'arbre. « Je t'échange cette viande contre la vie d'Altina, déclara-t-il. La sorcière ricana. « Je t'offre aussi ce trésor. » Et il lui lança le coffret dans ses bras. Jalma Wiser en bava d'émoi et en oublia les deux jeunes gens qui s'enfuirent à toutes jambes. Derrière eux, la forêt se mit à gronder. « Maudit, maudit vivant !» hurlait la sorcière. Alors surgit un cerf. « Je n'ai pas oublié, dit-il, montez sur mon dos. » La bête les porta d'un galop puissant jusqu'au pied des montagnes. Mais au loin, un nuage noir approchait. Il écrasait les arbres et soulevait la terre. Un bouc accourut alors. Je me souviens, montés en croupe. Et en quelques secondes, ils furent au sommet du mont. Alors la roche trembla. La vieille en dessous d'eux dévorait la montagne. Comme elle allait s'abattre sur eux, un aigle descendit du ciel. Il les emporta au loin, tandis que la montagne s'effondrait sur la sorcière. L'oiseau les déposa à l'entrée d'un village. Là, Sarsambaï et Altina se regardèrent, et leurs yeux dirent qu'ils s'aimaient. Bientôt, ils s'épousèrent et eurent un enfant. Un jour d'été, le jeune homme se coucha dans l'herbe, son enfant sur la poitrine. Altina, à genoux, se pencha sur son époux. Il sourit. « Un jour, j'ai acheté un rêve. Il ne m'a pas quitté. Me voici allongé dans l'herbe. Un soleil se penche sur moi et la lune joue sur ma poitrine. Je suis un prince heureux. » Sa vieille tunique était suspendue à l'arbre du jardin, au-dessus de sa tête. Il tendit la main et sentit dans la poche une poignée de sable, celle que lui avait donnée le mendiant. Il la prit et la jeta au vent. Aussitôt sur la steppe apparurent des milliers de chevaux, de moutons, de vaches, de chameaux. Une bête était née de chaque grain de sable. Depuis ce jour, Sarsambaï est le plus riche et le plus heureux des hommes. C'était un extrait de L'Arbre d'amour et de jeunesse, un recueil de contes d'Henri Gougaud. Merci Fanny pour cette histoire de héros remplie de douceur et d'espoir. Cette émission a été réalisée par les étudiants en journalisme du CELSA. Merci au service technique ainsi qu'à l'administration de notre école de nous avoir soutenus. Merci à tous mes formidables chroniqueurs de leur participation. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de votre trotteur.
басқан қиын